Spider-Man incarne le stéréotype du héros masqué dans l'univers Marvel, mais surtout de la raison pourquoi le masque est souvent présent pour les héros. Ce n'est pas juste pour le style, mais bien pour une raison de sécurité, puisqu'en dehors du masque et de leur statut de héros, la plupart ne sont que des citoyens lambda dans leur vie de tous les jours avec une famille. Et c'est justement le cas de Peter Parker, qui a malgré tout décidé un jour de dévoiler son identité au monde entier à cause de sa relation toxique avec Tony Stark. Une chose qu'il va très vite regretter. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. Tout commence ce jour où Spider-Man, motivé par une nouvelle résolution, décide de rejoindre une équipe de super-héros émergente des cendres des Avengers désassemblés à cette époque, les Nouveaux Avengers, composés entre autres de Tony Stark. Au fil du temps, Peter noue plusieurs relations amicales avec ses coéquipiers, un lien si fort qu'il décide, dans un élan de confiance, de révéler, notamment à Tony, son secret le plus précieux, son identité. Par la suite, Peter noue progressivement une amitié avec Tony Stark suite à l'offre de ce dernier de lui accorder un poste au sein de Stark Industries. Mais c'est surtout après que Tony ait proposé à Peter ainsi qu'à sa famille de venir s'installer dans la tour Stark à la suite de la perte de la maison de Tante May que leur lien se renforce considérablement jusqu'à ce que Peter voit Tony comme un mentor, mais surtout comme un père. Quelques aventures plus tard, un jour, tandis que Peter repose auprès de son épouse, MJ, il reçoit un appel de Tony, l'invitant à se rendre dans l'un de ses laboratoires de la tour Stark. Une fois sur place, Tony lui présente le projet sur lequel il travaille depuis quelque temps. Un projet destiné à Peter, un véritable cadeau à première vue, l'armure Iron Spider. Bien sûr, cette dernière, il ne tardera pas à l'utiliser publiquement pour la première fois lors d'une course-poursuite de cambrioleurs en plein centre-ville, faisant de l'Iron Spider son nouveau costume principal, délaissant ainsi son costume d'origine bien trop, entre guillemets, fragile. Le soir venu, après avoir testé son nouveau costume, Peter exprime sa gratitude à Tony, mais sans détour, il lui demande directement pourquoi il lui a offert ce cadeau, soulignant qu'habituellement, Tony n'accorde pas de tels présents sans attendre quelque chose en retour. Une observation que Tony ne tarde pas à confirmer. Il lui révèle alors qu'un événement d'une importance capitale va bientôt se produire et que, si cela aboutit, il souhaite avoir quelqu'un de très proche à ses côtés à ce moment décisif. Il lui propose alors de devenir son bras droit, mais à une condition. Peter doit lui jurer fidélité absolue en s'engageant à le soutenir quoi qu'il advienne. Et surtout, il ne doit rien révéler à quiconque, pas même à Steve. De son côté, reconnaissant tout ce que Tony a fait pour lui, Peter accepte de devenir son bras droit et de l'accompagner dans cette épreuve, peu importe les circonstances. Tony lui annonce alors qu'il se rendra prochainement à Washington. Le lendemain, à bord de l'avion, Tony révèle la raison de son déplacement à Washington. Il a été convoqué par le Sénat afin de s'exprimer sur un projet gouvernemental visant à instaurer un recensement des surhumains. Un programme ayant pour objectif d'enregistrer tous les super-héros du pays sous leur véritable identité. Peter, naturellement, se montre fermement opposé à cette initiative, craignant que ces informations ne tombent entre de mauvaises mains, notamment celles de super-vilains. Vous l'aurez peut-être compris, on parle du fameux projet de loi qui va causer la première Civil War. Mais ce n'est pas le sujet ici. À la suite d'un événement tragique qui pousse le gouvernement à accélérer l'adoption de la loi sur le recensement des héros, le début de la Civil War se voit inévitablement déclenché. Les super-héros se rassemblent alors pour débattre de cette législation. Deux groupes distincts émergent. Ceux en faveur du recensement et donc de la révélation de leur identité au gouvernement et ceux qui s'y opposent. Naturellement, Peter se montre fermement opposé à cette loi, soulignant que, face au grand nombre de super-vilains qu'il a affrontés au cours de sa vie, dévoiler son identité mettrait en grave danger sa famille. Un peu plus tard, alors qu'ils sont de nouveau réunis, Tony expose à Peter la division qui se forme autour de la loi concernant les héros et tente de déterminer si Peter a pris la bonne décision en rejoignant son camp, c'est-à-dire le camp des personnes qui sont pour cette loi. Malgré tout, Peter confirme son allégeance à Tony, comme il lui avait promis, ce qui le rassure. Mais cela ne suffit pas pour Tony. Il lui révèle que, étant donné son statut de représentant en faveur de l'acceptation de cette loi, il doit faire preuve d'une irréprochable cohérence publiquement. Et forcément, le fait de se montrer publiquement aux côtés d'une personne qui dissimule son identité, donc aux côtés de Spider-Man, selon lui, c'est totalement incohérent.
et lui demande donc de révéler officiellement son identité tant au gouvernement qu'au pays tout entier. Une requête qui bouleverse profondément Peter, au point qu'il refuse catégoriquement cette proposition. Tony commence alors à exercer une pression de plus en plus forte, lui faisant comprendre que s'il ne dévoile pas son identité, il sera considéré comme un hors-la-loi, mais surtout sa famille. Pire encore, Tony lui annonce sans détour que s'il persiste dans son refus, il ne pourra plus le protéger, ni lui, ni sa famille de nouveau. Une décision qui déchire le cœur de Peter face à ce choix cornélien. Suite à cette discussion, Peter prend le temps de se confier à MJ et May, cherchant à peser le pour et le contre d'une éventuelle révélation de son identité. Malgré leurs échanges, il peine à envisager l'idée de se dévoiler publiquement. C'est alors que May, avec une sagesse tranquille, lui fait remarquer que, étant donné le nombre de vies qu'il a sauvées, il ne devrait pas craindre de montrer au monde qui il est véritablement. Cela pousse Peter à envisager cette voie et, finalement, à accepter ce choix, à contre-cœur bien sûr. Le lendemain, après avoir réfléchi une dernière fois aux conséquences de la révélation, mais surtout à une possibilité de fuir avec sa famille sans dévoiler son identité et donc de devenir un fugitif, May le soutient une nouvelle fois. Elle lui tend alors son ancien costume, car au-delà de ses différents costumes, celui-ci incarne véritablement Spider-Man. Dans la journée, Tony Stark organise une conférence de presse au Capitole, où une foule de journalistes est présente, tandis que Peter, en coulisses, attend son moment pour faire son apparition. Et alors que tout le pays suit l'événement à la télévision, Spider-Man apparaît et s'avance enfin vers le micro. Après avoir prononcé un discours expliquant son choix de se ranger du côté du gouvernement et d'être pour cette loi de recensement, même si bien sûr ce n'est pas le cas en réalité, c'est Tony qui lui met la pression. Malgré tout, Spider-Man conclut en affirmant que s'il a porté le masque pendant tant d'années, ce n'était pas par honte de son identité. Bien au contraire, il est fier de qui il est. Et pour illustrer ses propos, il enlève alors publiquement son masque, se dévoilant devant l'ensemble du pays et se présente sous son véritable nom, Peter Parker. La révélation de l'identité de Spider-Man, désormais connu sous le nom de Peter Parker, fait rapidement le tour du monde. Plus de 30 millions de personnes se connectent simultanément à Google pour rechercher le nom de Peter Parker, provoquant ainsi une panne massive d'Internet à travers tout le pays. Immédiatement après son discours, les premiers effets de cette révélation se font ressentir. Peter est accosté par une foule hostile dont certains le menacent maintenant qu'ils connaissent son identité. Nombreux sont ceux qui l'accusent des destructions qu'il a causées en ville, des personnes qu'il a blessées ou des proches qu'il a enfermés. Toutefois, au milieu de cette adversité, certains, et notamment sa famille, lui apportent un soutien indéfectible. Tandis que Tony, lui, est juste content de savoir que cette révélation pourrait servir sa cause concernant la loi. Et alors qu'il trouve du réconfort auprès de Mary Jane, la télévision diffuse une nouvelle conférence de Tony qui annonce officiellement l'ouverture d'une chasse contre Captain America et les héros opposés à la loi avec l'aide de sa nouvelle équipe composée de plusieurs super-héros, dont Spider-Man. Cette annonce choque profondément Peter, qui n'avait pas du tout envisagé de devoir traquer ses propres amis et coéquipiers, mais surtout n'avait pas prévu de se battre contre Steve Rogers, qui est un modèle à ses yeux. Peter ne tarde pas et se rend immédiatement à la rencontre de Tony. Visiblement énervé, il lui demande pourquoi il ne lui a rien révélé au sujet de cette chasse. Tony finit par s'excuser afin de calmer la situation et il lui présente par la même occasion sa nouvelle équipe de héros, celle qui se préparera à la guerre qui débutera officiellement le lendemain. C'est ainsi que la guerre des super-héros prend véritablement son envol. À partir de là, Peter se trouve alors impliqué dans de nombreux affrontements contre les partisans de Captain America, des combats qui vont peu à peu le rendre triste et impuissant. Mais en plus des nombreuses batailles auxquelles il participe, Peter découvre que Tony lui cache énormément de choses, comme le fait qu'il a trafiqué son costume en y installant une contre-mesure au cas où Peter tenterait de se rebeller, mais surtout, il apprend que les héros capturés sont enfermés dans une prison particulièrement cruelle, non pas sur Terre, mais dans la dimension de la zone négative. Il découvre que les héros capturés y demeureront toute leur vie à moins qu'il n'accepte de se soumettre à la loi du recensement. Tony est prêt à laisser ses propres amis et coéquipiers mourir dans cette prison, une perspective que Peter ne peut tolérer.
Tout ça va faire que Peter va peu à peu prendre ses distances avec Tony, qui était déjà à l'origine très distant et froid avec Peter. Cependant, un événement déclencheur va pousser Peter à se retourner contre son mentor. Lors de l'une des batailles, Tony utilise par surprise un clone cybernétique de Thor sans en informer Peter ainsi que les autres héros, et ce clone finit par tuer l'un des héros de l'équipe de Steve. Une première dans cette guerre qui va choquer les deux camps, puisque même s'ils sont adversaires, ils restent avant tout des coéquipiers. Si l'un meurt, les deux camps perdent un ami. Et ça a été le cas lors de cette soirée. À partir de là, de nombreux héros vont faire défection à la cause de Tony pour rejoindre Captain America, notamment Susan Storm. Le soir venu, tandis que May et MJ dorment paisiblement, Peter décide de les réveiller doucement, veillant à ne pas se faire repérer par les nombreuses caméras de la tour Stark. Une fois cela accompli, il annonce à MJ et à sa tante qu'ils doivent absolument fuir la tour sans tarder, se cacher, car il s'apprête à rectifier la grave erreur qu'il a commise en rejoignant le camp de Tony. Il compte le trahir. Cependant, avant même qu'il n'ait pu faire quitter la tour à sa famille, Peter perçoit une menace approchant à grande vitesse. Il enfile alors rapidement son armure et découvre que ce danger n'est autre que Iron Man qui a découvert la trahison de Peter grâce à un dispositif qu'il avait mis sur son armure. Une confrontation éclate alors rapidement entre les deux, les menant au cœur des rues de New York. Et alors qu'ils se battent en pleine rue, Tony parvient à prendre le contrôle de l'armure de Peter grâce à la fameuse fonction secrète qu'il avait dissimulée. Il réussit ainsi à maîtriser Peter, mais ce dernier le surprend finalement en activant une contre-mesure qu'il avait lui-même installée pour contrer cette fonction cachée de Tony. Il parvient alors à l'entraver avec sa toile avant de s'échapper dans les égouts. Parallèlement, Maria Hill découvre la trahison de Peter, puisque si vous ne savez pas, elle et le Shield sont aussi pour cette loi de recensement, et travaillent conjointement avec Iron Man. Donc, en ayant appris la trahison de Peter, elle envoie non pas une équipe de héros, mais les Thunderbolts à sa poursuite. Une nouvelle qui va avoir du mal à passer dans le camp de Tony. Le fait qu'ils utilisent des vilains pour combattre à leur côté contre des personnes qui sont leurs amis, ça passe pas très bien. Encore moins pour Peter. Rapidement, les Thunderbolts réussissent à localiser Peter qui fuit à travers les égouts. Une confrontation violente s'ensuit alors entre plusieurs membres de l'équipe et Peter qui se trouve seul. Rapidement, il est submergé par ses adversaires, incapable de se défendre face à la violence qu'ils mettent en place pour l'arrêter. Et alors qu'il est sur le point d'être capturé, presque mort, il est sauvé in extremis par le Punisher qui élimine les assaillants et emporte Peter vers le quartier général secret de Captain, le faisant ainsi rejoindre l'équipe de Steve. Un peu plus tard, après s'être rétabli, Peter retrouve MJ et May, puis les conduit dans un motel à l'extérieur de la ville afin de s'assurer qu'il ne soit pas découvert par Tony, maintenant qu'il est devenu un fugitif. Ayant abandonné l'armure Iron Spider pour éviter que Tony ne le localise, Peter apprend de May qu'elle a réussi à récupérer son ancien costume avant de quitter la tour. Dans le but de proclamer haut et fort son changement de camp et de dénoncer l'injustice de la loi sur le recensement, Peter décide d'interrompre un bulletin d'information pour y prononcer un discours. Il y expose son revirement, critique sévèrement les méthodes de Tony, notamment en ce qui concerne les héros enfermés dans la zone négative, et déclare qu'il s'est trompé. Il promet alors de tout mettre en œuvre pour s'opposer à cette loi. Un discours qui plonge Tony dans une colère noire de s'être fait trahir de cette manière. Nous sommes désormais à la fin de la Civil War avec la défaite du camp de Steve Rogers. Ne souhaitant pas revenir à une vie civile comme si de rien n'était et accepter cette loi insensée selon lui, Peter choisit de continuer à vivre en fugitif. Alors qu'il participe à la bataille finale, dans la prison de Rikers, le caïd, qui dirige ses opérations depuis sa cellule, parvient à localiser l'endroit où Peter Parker et sa famille se cachent, du fait que le visage de Peter est désormais reconnaissable partout. Le caïd décide alors de mettre une prime sur la tête de Peter, engageant un tueur à gages qui décide de se poster juste devant la chambre du motel, attendant le retour de l'homme araignée. Après le conflit, Peter finit par retrouver ses proches, sous l'observation attentive du sniper qui se prépare à mettre fin à ses jours. Heureusement, Peter est averti du danger par son sens de l'araignée quelques secondes avant le tir et parvient à l'esquiver in extremis. Cependant, sans le savoir, en esquivant le tir, Peter voit la balle atteindre sa tante May. Si vous avez bon souvenir,
cette histoire a déjà été abordée il y a quelque temps déjà sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir, donc nous allons la traiter brièvement. Foudrage, Peter transporte sa tante dans un état critique à l'hôpital avant de partir à la poursuite du tireur à travers la ville, vêtu de son célèbre costume noir, symbole d'un Peter Parker prêt à faire preuve d'une violence sans précédent. En gros, il est vénère. Finalement, il découvre que Fisk est derrière cette tentative de meurtre et décide de se rendre dans la prison où ce dernier est incarcéré pour l'affronter à main nue, refusant d'utiliser ses pouvoirs afin de lui prouver qu'il n'est rien face à lui. Peter le massacre devant tous les autres détenus, mais ne le tue pas tant que sa tante vit toujours. Par contre, si elle meurt, il reviendra pour finir ce qu'il a commencé. Avant de quitter la prison, il avertit fermement tout le monde. Si quelqu'un tente à nouveau de s'en prendre à lui ou à ses proches, il n'hésitera pas à les tuer. La gentille araignée du quartier n'est plus. Après cet événement violent et nourri par une rage persistante, Peter assiste, bien malgré lui, au déclin inexorable de la vie de sa tante qui ne parvient pas à se rétablir. Ce qui complique davantage la situation, c'est que Peter demeure un fugitif en raison de ses actions lors de la Civil War. Il se voit donc contraint de changer d'identité avec MJ et sa tante afin d'échapper à ceux qui cherchent à l'atteindre et qui pourraient achever leur mission en éliminant sa tante. Le problème majeur réside dans le fait qu'en adoptant une nouvelle identité, ils ont tout laissé derrière eux. May ne dispose donc d'aucune carte d'identité ni d'assurance maladie et Peter n'a plus d'argent. Or, comme il est bien connu aux États-Unis, si l'on se trouve hospitalisé sans argent sur soi, ni couverture médicale comme une assurance maladie, on ne bénéficie pas d'une prise en charge prioritaire. On est transféré dans un service de moindre importance afin de préserver les ressources de l'hôpital pour ceux qui sont capables de payer. Et ça, qu'importe la gravité de la blessure. L'argent avant la vie. Une situation qui plonge à nouveau Peter dans une colère noire, témoin d'un traitement aussi inhumain qu'il ne parvient pas à accepter. Il menace alors le docteur, lui faisant savoir que si sa tante venait à être déplacée, les conséquences en seraient dramatiques pour eux. Malgré tout, le médecin implacable insiste sur le fait que les soins doivent être réglés pour qu'une aide puisse être apportée à May. Sachez que c'est d'ailleurs un sujet réel, C'est le cas aux États-Unis dans la vraie vie. Et très souvent, là-bas, les assurances santé coûtent entre 500 et 2000 $ par mois. En plus du fait que ce sont des assurances, donc ils feront tout pour éviter de payer, puisqu'une assurance qui vous assure réellement ne peut pas faire d'argent. C'est un autre sujet, ça n'a rien à voir, c'était juste pour vous dire que c'est une chose qui est réelle et que ce comics met en avant. Donc si vous prévoyez de faire un petit voyage aux États-Unis prochainement, eh bien faites très attention à ne pas finir à l'hôpital là-bas parce que vous allez raquer sévèrement. Donc je n'ai qu'une seule chose à vous dire, vive la France. Et grosse force au personnel médical d'ailleurs. Pardon pour cette transgression, on reprend. Face à l'absence d'autres options, Peter décide de partir à la recherche de l'argent nécessaire. Peter se précipite à toute vitesse à travers la ville, il se dirige droit vers la tour Stark, convaincu que la responsabilité de la situation repose autant sur ses épaules que celle de Tony, et qu'il doit absolument réparer cette erreur. Il force alors l'entrée du bâtiment et pénètre dans le bureau de Tony. Mais soudain, ce dernier apparaît et se jette sur lui, sans réaliser qu'il fait face à Peter. N'ayant ni le temps ni l'envie de se battre, Peter demeure impassible, répondant uniquement par ses toiles. Les deux finissent par se retrouver au sol, mais ne poursuivent pas directement leur affrontement. Très vite, Tony, qui n'a pas oublié la trahison de Peter, le met en joue, prêt à l'arrêter pour ses actes de trahison passés, mais surtout parce que c'est un fugitif. Cependant, dans un accès de rage, Peter frappe violemment Tony. Pour tenter de le calmer, ce dernier active une contre-mesure de son armure, aveuglant l'homme araignée. Malgré cela, Peter parvient contre toute attente à tisser plusieurs toiles sans rien voir et réussit à neutraliser Tony. Il tente alors une nouvelle fois de menacer Peter, lui rappelant que ses actions sont irréparables et que se battre contre la loi est futile. Il lui assure qu'il ne pourra jamais se soustraire à ses conséquences. Toutefois, Peter, empli de colère, exige de voir son visage et d'un geste furieux arrache le masque de Tony à main nue. Il s'approche alors de lui et lui lance la voix chargée de ressentiment que sa tante est en train de mourir à cause de lui et de sa guerre insensée. Il lui confie ensuite qu'il lui avait accordé sa confiance et qu'il le considérait même comme son père.
qu'en échange de la révélation de son identité, Tony lui avait promis la sécurité pour sa famille. Mais aujourd'hui, sa tante se trouve à l'hôpital et il ne possède plus rien. Pris de remords, Tony présente ses excuses à Peter pour la première fois. Des excuses qui semblent sincères. Cependant, Peter ne désire ni excuses ni pitié. Ce qu'il veut, c'est sauver sa tante. Donc que Tony fasse un geste économique à son sujet. Malgré ses demandes, Tony refuse de l'aider, rappelant qu'il est un fugitif. Peter rétorque alors qu'il n'a pas besoin d'aide, lui. Seule sa tante en a besoin, lui rappelant qu'elle n'a rien à voir avec toute cette histoire. Mais Tony persiste, soulignant que Peter ne peut lui demander une telle chose après tout ce qu'il a fait. Il n'est pas en position de négocier quoi que ce soit. Et bien que Tony éprouve de l'affection envers May et qu'il n'a aucun désir de la voir mourir, il lui explique qu'au vu de sa position publique et de ses implications légales concernant la loi, il ne peut pas porter secours à un fugitif. Et alors qu'il parvient finalement à se libérer des toiles, il s'excuse une fois de plus et lui annonce même que cette fois-ci, il le laisse partir par respect pour May, tout en précisant que ce sera la dernière fois que ça arrive avant de partir, laissant Peter dans un état de désespoir et de colère envers lui, rongé par la gravité de la situation. Plus tard, Peter revient enfin à l'hôpital, les mains vides. MJ l'informe que l'état de May n'a pas évolué et demeure toujours aussi critique, car elle n'a pas encore reçu de soins, n'ayant ni d'assurance ni moyen de payer. De son côté, n'ayant plus d'autre choix, Peter confie à MJ qu'il est prêt à tout pour obtenir l'argent nécessaire, même à braquer une banque. Heureusement, avant d'en arriver là, au même instant, Jarvis, le majordome de Tony, fait une apparition distinguée et se dirige vers les responsables de l'hôpital. Il leur remet alors un chèque de 2 millions de dollars, couvrant ainsi l'intégralité des soins de May. Peter comprend que cet acte provient de Tony, qui a décidé d'aider Peter en passant par Jarvis, évitant ainsi que Tony soit publiquement responsable d'avoir aidé un fugitif. Cependant, une mauvaise nouvelle se mêle à la bonne. Le docteur précise que l'objectif n'est plus de tenter de sauver May, mais de rendre ses derniers jours aussi agréables que possible. En raison de son âge avancé et de la gravité de la blessure, il n'est plus possible d'intervenir pour la sauver. Peter rejette bien sûr catégoriquement cette solution. Désormais sûr que May bénéficie de soins appropriés, sans possibilité qu'elle soit expulsée, il décide tout de même de ne pas s'arrêter tant qu'il n'aura pas trouvé un moyen de la sauver, même si cela doit le conduire à franchir les portes de l'enfer. Une phrase qui prendra tout son sens par la suite. Il choisit alors de repartir à la recherche d'une solution pour lui sauver la vie, cette fois-ci vêtu de son costume. Peter décide alors de se rendre auprès du Docteur Strange, convaincu que la magie pourrait lui permettre d'empêcher May de mourir. Cependant, Strange lui annonce qu'il est impuissant face au destin, que si la mort a choisi d'emporter May, il n'a aucun pouvoir pour contrer le destin. En quittant le sanctuaire du Docteur Strange, désemparé et sans solution, Peter se voit soudainement attiré par un oiseau étrange. En suivant cet oiseau, il découvre une petite fille aux cheveux roux qui lui révèle que Strange est en effet impuissant face à la situation de May, mais que contrairement à lui, elle possède le pouvoir de changer les choses. La petite fille prend alors l'apparence d'un être très familier, le démon des enfers, Mephisto. Ce dernier annonce à Peter qu'il est le seul capable de modifier la réalité sans difficulté afin d'empêcher que sa tante ne soit mortellement blessée. Connaissant bien Mephisto et les conséquences d'une telle offre, Peter sait que pour obtenir ce changement, il devra céder son âme. Cependant, Mephisto lui précise que l'âme d'un humain ne l'intéresse plus. Voyant ça comme une chance pour May, Peter, résolu, répond qu'il est prêt à accepter n'importe quelle condition, mais qu'il doit d'abord en discuter avec sa femme MJ. Mephisto consent à cette requête et téléporte Peter dans le motel où cette dernière se trouve. Arrivé dans la chambre, il découvre avec stupeur que Mephisto a fait la même proposition à MJ. Serait-elle prête à tout pour sauver la vie de May? Trouvant étrange que Mephisto fasse cette proposition à la fois à lui et à MJ, Peter cherche à comprendre ce qu'ils désirent en échange, si ce n'est leurs âmes. Mephisto répond qu'il souhaite quelque chose de bien plus précieux pour eux, quelque chose qui incarne leur joie, leur passion, le pouvoir de les rendre heureux. Il leur propose d'échanger leur mariage et l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre contre la vie de May. Une demande aussi incompréhensible qu'inacceptable que Peter refuse immédiatement. Cependant,
MJ intervient, désireuse de savoir quelles seraient les conséquences si jamais ils acceptaient l'offre. Méphisto leur explique alors que, dans ce cas, tout ce qui concerne leur amour et leur mariage serait effacé de leur mémoire et aucun d'eux ne garderait le moindre souvenir de leur relation ni de leur vie ensemble. Méphisto leur précise ensuite qu'il leur accorde un délai de 24 heures pour prendre une décision. Leur amour ou la vie de May. Après le départ du démon, Peter et MJ se retrouvent à discuter de cette proposition dans une atmosphère lourde et chargée de tristesse, ne sachant que faire face à un dilemme aussi cruel. Anéanti et le cœur lourd, MJ refuse néanmoins d'oublier l'amour qu'ils ont partagé et confie à Peter avec une certaine retenue que May a malgré tout vécu sa vie pleinement. Elle souligne aussi que Peter a tout mis en œuvre pour la rendre heureuse et suggère d'une voix empreinte de douleur qu'il serait peut-être temps de la laisser partir. Peter lui répond alors qu'il aurait pu envisager cette décision si May devait mourir de cause naturelle, mais il lui est impossible de l'accepter dans cette situation. Il a du mal à se résoudre à l'idée que May risque de perdre la vie à cause de ce qu'il est. Il ne pourrait jamais vivre avec le poids de la culpabilité, sachant qu'elle est morte parce qu'il est Spider-Man. Mary Jane, profondément amoureuse de Peter et voyant au fond de lui qu'il ne veut pas l'admettre, mais qu'il désire ardemment que sa tante survive en échange de leur amour mutuel, revient sur ses mots et décide de l'aider à prendre une décision. Le couple choisit de passer ensemble les heures suivantes. C'est alors que MJ lui confie que, quoi qu'il arrive, elle n'oubliera jamais les moments précieux qu'ils ont partagés. Ces mots surprennent Peter, qui comprend à ce moment-là que Mary Jane est prête à sacrifier leur amour pour sauver May et rendre Peter de nouveau heureux. Elle l'aime tellement qu'elle est prête à sacrifier cet amour pour lui. Méphisto réapparaît alors devant le couple, prêt à entendre leur réponse. Alors que Peter lui demande ce qu'il doit faire, Méphisto lui explique qu'il n'a rien de particulier à accomplir. Il se contentera simplement de supprimer de leur existence l'amour qu'ils se portent, leur mariage et tout ce qu'ils ont partagé ensemble, ni plus ni moins. Le reste de leur vie restera inchangé. Mais avant cela, Mary Jane intervient, soulignant que même si May est sauvée, le monde connaît l'identité de Peter en tant que Spider-Man et rien ne garantit qu'un autre individu ne tentera pas de la tuer pour cela. Elle exige alors de Méphisto qu'il fasse, en plus de ça, oublier l'identité de Spider-Man à l'ensemble du monde, sans quoi elle refuse d'accepter son marché. Méphisto accepte toutes les conditions imposées, ce qui est assez bizarre. Vous verrez pourquoi. Une fois le contrat conclu et irrévocable, le démon rappelle à Peter que la petite fille qu'il avait aperçue plus tôt n'était autre que l'apparence de leur future fille, May Parker, qu'ils auraient eue dans le futur. Cependant, puisque leur amour a été annulé, cet enfant ne naîtra jamais. Cette révélation bouleverse profondément Peter et MJ. Sous le choc, Peter tente d'attaquer le démon, mais en vain. Quoi qu'il arrive, le contrat a été conclu. MJ le retient, lui exprimant le souhait de passer ensemble leurs dernières secondes. Elle lui dit de continuer à être un héros et, si leur amour a survécu à tant d'épreuves au fil des années, ils finiront par se retrouver un jour. Les deux se déclarent pour la dernière fois leur amour avant que tout ne devienne obscur. Une nouvelle journée commence. Peter se réveille, seul, comme si rien ne s'était passé, ayant oublié tout ce qu'il a vécu. En descendant, il aperçoit sa tante May en parfaite santé. Mais surtout, le monde entier a désormais oublié qu'il était Spider-Man. Alors qu'il se rend à une fête organisée pour célébrer le retour de son ami Harry, il aperçoit parmi les invités Mary Jane. On apprend alors qu'ils ont eu une brève relation, mais que celle-ci s'est très mal terminée. MJ décide alors de quitter la fête, laissant Peter en compagnie de ses amis qui décident ensemble de célébrer cette nouvelle journée. On découvrira ensuite que si Méphisto est intervenu dans la vie de Peter pour échanger l'amour qu'il a avec MJ contre la vie de May, c'est parce qu'en réalité, ce dernier, à un moment donné, a aperçu un futur où il se voyait être battu par une femme qui n'était autre que May Parker, c'est-à-dire la fille de Peter et MJ. Et dans le but d'empêcher ce futur de se réaliser, il a donc annulé l'amour entre les deux pour que leur fille ne voie jamais le jour et donc ne soit jamais battue par elle. Il a donc profité de la possible mort de Tante May pour effacer cet amour. Voilà, c'était l'histoire du jour où Peter Parker a dévoilé son identité au monde entier.
comme on s'y attendait, les conséquences ont été terribles. C'est peut-être frustrant pour vous, mais la vidéo touche à sa fin. J'espère véritablement que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit like, ça fait toujours très plaisir. Le commentaire aussi pour me donner votre avis sur cette histoire que moi personnellement je trouve vraiment magnifique, mais à la fois frustrante et triste. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.